Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans le nord de l'Allemagne, à la fin du XVIIe siècle. On est à l'époque du roi Louis XIV en France et l'Allemagne à l'époque est complètement partagée, morcelée en toutes sortes de petites principautés, plus de 600 au total, qui appartiennent au Saint-Empire romain germanique. Dans toutes ces petites cours allemandes, très aimables, très cultivées, où l'on adore la musique et la philosophie, on est littéralement fasciné par Versailles, on a les yeux rivés sur les fastes Louis XIViens. Et d'ailleurs, ce qui, pour les voyageurs français de l'époque, est assez amusant, c'est que tous ces petits princes palatins, électeurs et autres singent littéralement les mœurs versaillaises. Alors parmi toutes ces petites cours, la cour de Zell. Zell, c'est à 40 km au nord-est de Hanovre. Vous voyez, on est vraiment tout à fait dans le nord de l'Allemagne. Cour très particulière et assez raffinée depuis l'arrivée de la nouvelle duchesse Éléonore d'Olbreuse, qui fait partie de ces huguenots chassés par la révocation de l'édit de Nantes, ces huguenots du Poitou. Madame d'Olbreuse, devenue duchesse de Zell, qui porta en Allemagne toutes les grâces de sa patrie, écrira Voltaire dans son siècle de Louis XIV. Cette Éléonore, elle a donc épousé Georges Guillaume, duc de Zell, qui est lui-même le fils du duc de Brunswick-Lunebourg. Vous voyez que tout ça, ce sont les très vieilles familles de la chevalerie médiévale du Hanovre. Hein. Grande famille, plus ancienne d'ailleurs que les Habsbourg eux-mêmes. Et Éléonore et son mari Georges Guillaume ont une fille unique, Sophie Dorothée. Ah, cette Sophie Dorothée n'est pas n'importe qui, vous en entendez parler forcément si vous avez lu les lettres de la princesse palatine, car c'est une de ses correspondantes favorites. Cette Sophie Dorothée est une des plus riches héritières d'Allemagne. À 15 ans, la fleur de la cour de Zell, comme on l'appelait, est une véritable beauté. Il faut l'imaginer avec des traits réguliers, un peu comme une statue grecque, vous savez. Elle est belle avec ses cheveux châtain clair, une silhouette souple, élancée. En plus, elle a été merveilleusement bien élevée, cette Sophie Dorothée, adorée de ses parents. Elle est pleine d'esprit, elle est pleine d'une espèce d'impertinence qui éclate dans son beau regard. Et puis, elle a ce tempérament indépendant qui, surtout à l'époque, donne aux femmes, évidemment, un charme tout particulier. Or, c'est cette jolie jeune femme qu'on va fiancer à 15 ans à August Ulrich von Wolfenbüttel. Grande famille, là encore, des gens assez favorables à la cour de France. Mariage tout à fait approuvé par la jeune fille. Elle apprécie son joli fiancé. Ah, problème, à la cour de Hanovre, on ne veut pas entendre parler du mariage. Il se trouve que le frère cadet du duc de Zell, Ernst August, qui est duc de Hanovre, a besoin de s'approprier un certain nombre de territoires stratégiquement importants, et notamment celui de Zell. Il s'agit de faire revenir tous les biens personnels de Sophie Dorothée dans le giron de la maison de Hanovre. Et avec son épouse, Sophie, il intrigue donc pour que la jeune Sophie Dorothée soit plutôt mariée au fils aîné des Hanovre, qui donc est le cousin germain de Sophie Dorothée en l'occurrence, hein, c'est Georges Louis. Alors, c'est intéressant ce Georges Louis parce qu'il se trouve que sa mère n'est autre que la petite-fille du roi Jacques Ier d'Angleterre, arrière-petite-fille donc de Marie Stuart. Or, bientôt, on n'y est pas encore à l'époque dont je vous parle, mais dans quelques années, en 1701, il y aura en Angleterre ce qu'on appelle l'acte d'établissement qui exclura de la succession tous les catholiques et qui fait que lorsqu'on cherche dans la parentèle des rois et reines d'Angleterre les parents les plus proches du côté protestant, eh bien, on tombe sur cette famille de Hanovre. Ce qui veut dire qu'un jour, si les choses tournent bien, le fameux Georges Louis, là, pourrait devenir roi d'Angleterre. C'est-à-dire que si Sophie Dorothée l'épouse, un jour, elle pourrait devenir reine d'Angleterre. Ah ben, ça la fait pas rêver du tout, elle. Non, elle ne veut pas qu'on lui retire son beau fiancé au profit de celui-ci, là, qui n'est pas du tout attirant. Georges Louis est décrit par un contemporain, je cite, comme pesant, sans goût ni sensibilité. Il est froid, petit, avec des yeux bleus globuleux,
corpulent mais mal proportionné, avec des traits si peu harmonieux que son nez proéminent les ferait presque oublier. Donc, vous voyez un peu le personnage qu'on lui destine. Elle n'a pas du tout envie d'épouser ce gnome, la belle Sophie Dorothée. D'ailleurs, on lui a donné un portrait de son prétendu fiancé, elle l'a littéralement brisé en 100 morceaux. Je n'épouserai pas groin de cochon, dit-elle, parce que c'est comme ça qu'elle l'a surnommé. Il y a un peu l'ambiance à la cour de Celle. La vérité, c'est qu'entre-temps, elle est tombée amoureuse de quelqu'un, Sophie Dorothée. Un très joli page. Alors lui, il est tout simplement magnifique. Il s'appelle Königsmarck. Le Königsmarck en question, évidemment, va être un problème énorme pour la famille de Hanovre. Et d'ailleurs, le mariage a lieu le 21 novembre 1682. Voici ce que dit la belle-mère, Sophie. 100 000 thalers sont bons à prendre, sans parler d'une jolie fille qui va avoir affaire à mon fils, le garçon le plus tête de cochon que j'ai jamais vu et dont le cerveau est entouré d'une croûte si épaisse que je défie homme ou femme de jamais découvrir ce qu'il contient. Franck Ferrand sur Radio Classique. La pauvre Sophie Dorothée, vous imaginez à 16 ans, obligée d'épouser groin de cochon. Elle s'installe donc à la cour de Hanovre, avec pour seule amie sa demoiselle d'honneur, qui est sa confidente, et j'ai besoin de vous dire, qu'il s'appelle Éléonore de Knesebeck. Alors évidemment qu'à la cour de Hanovre, on vit dans une espèce d'opulence. Le théâtre, par exemple, est un des plus réputés d'Europe. Il va accueillir Handel, notamment. Mais il n'empêche que l'ambiance est délétère et que la jeune fille, la jeune fiancée, la jeune épouse maintenant de Georges Louis se désespère. Sa belle-mère est pourtant quelqu'un d'intéressant. C'est une amie de Leibniz, c'est une savante qui s'intéresse à tout ce qui peut se faire d'un peu éclairé dans l'Europe de l'époque. Mais c'est vrai qu'elle a développé une véritable haine pour celle qui accompagne sa belle-fille, c'est-à-dire la française Éléonore, qu'elle appelle le petit tas de boue. Ça vous donne une idée quand même. Et elle ne cache pas non plus son mépris pour sa bru d'ailleurs, qu'elle trouve beaucoup trop légère, beaucoup trop immature. Bon. Alors au début, le mari, lui, est totalement fasciné par sa jeune femme, on le comprend, c'est totalement inespéré ce qui lui arrive à Georges Louis. Non seulement on lui dit qu'il pourrait un jour être roi d'Angleterre, mais en plus il épouse la plus jolie jeune femme de toute cette contrée nord-germanique. Elle va lui donner 2 enfants d'ailleurs. Il y en a un qui, un jour, mais ça on ne peut pas encore le savoir, deviendra le roi Georges II d'Angleterre, et puis Sophie de Hanovre, elle deviendra la mère de Frédéric le Grand, de Frédéric II de Prusse. Vous voyez que nous sommes dans ce qu'il y a de plus extraordinaire en Europe, finalement. Bon, le beau-père, qui est un homme plutôt affable, est totalement sous la coupe de sa maîtresse, qui est une conseillère de l'ombre, si je puis dire, et qui d'ailleurs a la mauvaise habitude de ne pas trop rester dans l'ombre. C'est la conseillère von Platen, favorite toute puissante, qui prend très mal l'arrivée à la cour d'une jolie jeune femme, vous imaginez, et très vite elle entre elle-même en conflit contre Sophie Dorothée, dont la position devient vraiment très difficile, d'autant plus que la Platen décide de jeter dans les bras du mari, Georges Louis, une espèce de grande fille, une géante, disons. C'est une blonde, elle a 19 ans, elle s'appelle Mélusine, ça ne s'invente pas, Mélusine de Schulenburg. Et Georges Louis, qui déjà avait une très jolie femme, va accepter cette blonde comme maîtresse. Sophie Dorothée n'en peut plus, là, vraiment, ce qu'on lui fait subir est insupportable. Elle se plaint d'ailleurs à ses beaux-parents, et en réponse à ses plaintes, elle n'entend que des rires, on se moque d'elle. Ce mari odieux, qui déjà était très laid, qui est infidèle, qui se révèle odieux, pour vous donner une idée, un jour dans une colère violente, il la saisit carrément à la gorge, et on le voit qui commence à l'étrangler, vous imaginez ? Tout ça est terrible. D'ailleurs, il s'est arrêté en chemin, si je puis dire. Il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout et tuer son épouse, mais il se rappelle qu'une voyante lui avait dit « Si tu tues ton épouse, tu mourras l'année d'après ». Alors ça l'a fait réfléchir, et il est revenu à de meilleurs sentiments. On comprend dans un contexte pareil que Sophie Dorothée n'ait pas du tout l'intention de se laisser faire longtemps. Le prologue du Roland de Jean-Baptiste Lully par l'orchestre baroque d'Indianapolis sous la direction de Barthold Keuken. Vous écoutez Radio Classique. Pour le jeune et beau Königsmarck, évidemment, c'était gagné.
Quand il arrive dans cette cour, il ne va avoir aucun mal à séduire Sophie Dorothée, qui est dans une situation, encore une fois, intenable. Il faut dire qu'ils sont les Königsmarck, une vieille famille militaire d'origine suédoise. Ils ont joué un rôle assez notable dans toutes sortes d'affaires diplomatiques. On les retrouve partout. C'est intéressant d'ailleurs, vous avez des Königsmarck au siège de Malte, vous en avez dans la lutte en Algérie contre les barbaresques, chez les Turcs. Bref, on a des Königsmarck un peu partout dans la chronique européenne. Et celui qui arrive là, qui s'appelle Philippe Christophe, il est né en Basse-Saxe, qui est un territoire qui à l'époque était suédois. Il a reçu une éducation protestante dans une académie londonienne et donc à l'âge de 16 ans, il arrive à la cour de Celles en tant que page. Et c'est là qu'il va rencontrer Sophie Dorothée. Il a 16 ans, il est beau comme un dieu. Elle a 15 ans, elle est belle comme une déesse. Que voulez-vous qu'il se passe? Plus tard, il lui avouera dans une de ses lettres avoir eu un coup de foudre immédiat, la toute première fois qu'il l'a aperçue. Évidemment, il n'a pas osé en parler à l'époque. Il est allé ensuite voyager en Europe. Il a noué une grande amitié avec Auguste le Fort, le futur électeur de Saxe et roi de Pologne, enfin qui plus tard sera roi de Pologne. Bref, c'est quelqu'un de relativement lancé. Mais alors que Versailles, Vienne, Madrid font signe à ce jeune homme devenu aussi vaillant que galant, lui choisit donc la cour de Hanovre. Il se met au service de Ernst Auguste en 1688. Alors il faut que je vous le décrive un peu, ce brillant Rosenkavalier, si j'ose dire. Philippe Christophe a les cheveux noirs, en tout cas châtain très foncé, des yeux bleus magnifiques, il est toujours très soigné. Il est d'une constitution athlétique, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, il a toujours l'œil qui frise, il ne parle que de bataille et il est doué pour la galanterie. Bref, vous imaginez bien que Sophie Dorothée ne va pas pouvoir très longtemps rester insensible à ses charmes. D'ailleurs, c'est lui qui, bientôt, va se mettre à régler les fêtes, les bals, les ballets de la cour de Hanovre. Il chante les airs de Lully qu'il connaît par cœur. Bon, c'est tout ce qu'il faut, ça, évidemment. Alors on le voit, vêtu de rose et d'argent, repéré par la comtesse Platen, même s'il a 17 ans de moins qu'elle, mais enfin bon, elle lui passe après, elle le trouve tout à fait à son goût, et d'ailleurs, elle l'aborde ouvertement. Elle espérait qu'elle aurait enfin l'honneur tardif de le recevoir chez elle et de le féliciter d'une élégance qui enlevait tous les suffrages, lui dit-elle. Je ne suis pas sûr qu'il ait été tellement séduit par cette beauté sur le retour. Philippe Christophe, évidemment, a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. C'est quand même quelqu'un qui vit avec un grand train. Je vous dis qu'il était page, mais il est devenu maintenant quelqu'un d'important à la cour de Hanovre. Il a une trentaine de domestiques, plus de 50 chevaux. Vous imaginez un petit peu le train de vie de ce jeune homme qui s'est donc installé tout près du palais ducal, tout près de Sophie Dorothée. La situation maintenant devient compliquée, tellement compliquée qu'il finit par décider de mettre de la distance entre eux. Comment faire? Comment assumer une telle histoire? En janvier 1690, il s'en va combattre les Turcs en Grèce, aventure qui d'ailleurs tourne au désastre. Les Hanovriens sont taillés en pièces à Pristina et Königsmarck fait figure à partir de ce moment-là de survivant, et d'autant plus qu'entre-temps il a chopé la malaria. Il écrit à Sophie Dorothée en juillet 1690 « Je suis à présent à l'extrémité. Il n'y a pas d'autre moyen de me sauver qu'un mot de lettre de l'incomparable princesse. Il attend les écrits de celle qu'il aime par-dessus tout. Début d'une correspondance torride. Quand est-ce que Sophie Dorothée cède physiquement aux avances de Philippe? Probablement en avril 1791. Les lettres de Königsmarck au départ étaient respectueuses, sauf que le 30 avril, le ton change. Il signait avant « Votre très fidèle serviteur » et maintenant il signe « Adieu, aimable brune ». J'embrasse vos genoux. Oui, il faut croire que là, leur relation a un petit peu évolué. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Königsmarck, à chaque fois qu'il s'absente, est convaincu que Sophie Dorothée le trompe. Il est d'une jalousie incroyable. Il la culpabilise d'ailleurs. C'est très intéressant d'avoir ces lettres parce que ça permet d'avoir une idée des relations qu'ils entretiennent. Si vous voulez encore soulager un pauvre cœur abattu de jalousie, faites-moi venir, vous savez bien nous. Comme c'est peut-être la seule grâce que je vous demanderai, car j'espère bien que le bon Dieu m'ôtera plutôt du monde que de me faire souffrir de la sorte, je vous conjure de ne me la point refuser. À cette époque, il s'éloigne de la Platen. Elle lui propose la main de sa fille, mais il repousse la main de la fille de la Platen également. Et à la cour, il est de moins en moins bien vu. La maîtresse, la favorite en titre, fait tout pour le discréditer aux yeux du souverain local. Et lors d'une fête costumée, masquée, c'était la grande époque des bals masqués, la Platen arrive à attirer Königsmarck dans le jardin. Or, elle s'est fait faire des gants qui ressemblent exactement à ceux que porte Sophie Dorothée ce soir-là. Ce sont de très grands gants roses, très reconnaissables. Et elle a monté tout un simulacre, tout un stratagème. Elle fait en sorte que Georges Louis, le mari de Sophie Dorothée, soit amené dans un coin du jardin au moment où Königsmarck est en train de lui baiser la main, d'une façon d'ailleurs tout à fait chaste, mais elle fait comme si c'était quelque chose de galant et on voit le gant rose dérobé dans un bosquet. Bref, Georges Louis, qu'on va se charger de convaincre, est certain qu'il a vu son épouse en train de le tromper avec Königsmarck. Et là, c'est le début, bien sûr, de la grande affaire. Certaines des lettres ont été interceptées. On est vraiment dans une période de scandale à la cour de Hanovre. La sœur de Königsmarck est priée de quitter la ville et à la fin de la campagne de Flandre en 1692, on va refuser à Königsmarck une permission pour qu'il ne revienne pas à la cour, pour qu'il reste le plus loin possible de celle qu'il aurait détournée du droit chemin. Il n'empêche, sous un déguisement, il revient quand même à Hanovre. Il arrive à voir Sophie Dorothée. En avril 1695, il se rend à Dresde chez son ami Auguste de Saxe pour lui demander un commandement dans son armée. Et au moment d'une fête, à l'occasion d'une fête de la cour, il se moque ouvertement de Madame de Platen. Il se moque aussi de la fameuse Mélusine, là, qui est la maîtresse qu'on a donnée à Georges Louis. Et on se charge, bien sûr, de rapporter les faits. Et Georges Louis va savoir bientôt qu'il est la risée de Königsmarck, qu'on se moque de lui, etc. Et Sophie Dorothée, pendant ce temps-là, se considère elle-même comme une véritable prisonnière dans cette cour de Hanovre. Elle a l'impression de n'avoir plus aucune liberté. On la montre du doigt. On essaie de la culpabiliser en permanence. En juin 1694, Königsmarck décide d'aller tout simplement l'enlever pour lui permettre d'échapper à tout ce cauchemar. Elle pourra, lui dit-il, trouver un refuge sûr chez son ancien fiancé, vous savez, Auguste de Wolfenbüttel. Königsmarck, qui a déjà, lui, flambé tous les héritages qu'il a pu faire, et Dieu sait pourtant qu'il était riche, écrit à ses parents. Il demande à la famille de Sophie Dorothée de lui fournir 2000 couronnes pour aider leur fille à s'évader, à échapper à ce qui est en train de devenir un véritable piège. Le piège, c'est peut-être dans l'autre sens qu'il est en train de s'armer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Königsmarck va disparaître. Dans ce contexte dont vous aurez compris qu'il est on ne peut plus violent. Le 1er juillet 1694, Philippe Christophe reçoit un billet. Ce billet est signé Sophie Dorothée, mais l'écriture n'est pas tout à fait la sienne. Elle le prie de passer la voir le soir même au palais, dans ses appartements, et elle précise « venez entre 11h et minuit ». Et il ne se méfie pas, Königsmarck. Vous aurez compris que c'est quelqu'un d'impulsif, qui n'est pas très prudent. Il va se faufiler dans les jardins. Il est accueilli à l'entrée du corridor par la fameuse Knesebeck, là, qui le conduit vers un grand salon qu'on appelle la salle des chevaliers, parce que c'est une salle un peu aux allures gothiques avec des portraits de chevaliers. Et pendant ce temps-là, la Platen, elle, se rend chez les lecteurs et lui arrache un mandat d'arrêt en lui expliquant la traîtrise qui est en train de se passer sous son propre toit.
l'issue du corridor est fermée et il y a des gardes qui sont là, qui ont été placés dans la salle des chevaliers. Ils étaient là uniquement pour attendre Königsmarck à l'ombre de la grande cheminée. La Platen, dit-on, est carrément cachée derrière une tenture. Quand je parle de piège, c'est une véritable embuscade en vérité. Le comte reste près de 3 heures avec la princesse et sa dame de compagnie, et puis finalement, quand il sort de sa chambre, il n'a pas d'autre choix que de passer par la grande salle. À peine entré, il reçoit un coup sur la tête, ils sont 6 contre 1, 2 assaillants sont blessés dans ce qui est une véritable rixe, hein, et finalement Königsmarck va tomber, mais il était seul face à tous ces assaillants, hein. Il a le corps traversé de coups de sabre. On dit que ses derniers mots auraient été « épargner la princesse, sauver l'innocente princesse ». Et c'est la Platen en personne qui lui aurait fermé la bouche d'un coup de talon. Ça, c'est peut-être ce que raconte le roman. En tout cas, c'est la fin de Königsmarck. Les lecteurs ont tout intérêt à étouffer le scandale. Vous imaginez si l'on apprenait au Hanovre qu'une telle embuscade a eu lieu. Et quand je dis au Hanovre, et dans l'Europe entière, ça pourrait avoir des conséquences terribles pour l'avenir dynastique de cette maison de Hanovre. Le 28 décembre 1694, un tribunal va prononcer le divorce entre Georges Louis et cette fameuse Sophie Dorothée pour désertion du domicile conjugal. La vérité, c'est qu'on l'a enfermée dans une résidence surveillée, la forteresse d'Alden. Elle n'a même plus le droit de voir ses propres enfants, ni sa famille d'ailleurs. Sa propre mère ne pourra pas la voir. Sa dame de compagnie, qui avait été jetée en prison, réussira à s'échapper et à la rejoindre pour partager sa captivité. Elles vivront comme ça pendant de très nombreuses années. Elle mourra, Sophie Dorothée, devenue complètement obèse à l'âge de 60 ans. Quant à Georges Louis, quant à celui sous l'ombre duquel s'est déroulé tout ce scandale de mœurs et cet assassinat terrible, eh bien oui, il deviendra le roi Georges Ier d'Angleterre et il est l'ancêtre direct de l'actuel souverain Charles III. Vous écoutez Radio Classique.